Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue de nous rejoindre pour un nouveau forum consacré à l'actualité politique au Togo où sont déroulées des élections législatives le 20 décembre dernier. Voici ce qu'en disent les observateurs de la CEDEAO. Les élections législatives se sont déroulées conformément aux orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 31 juillet 2018. Et les mêmes chefs d'État ont donné leur satisfecit à ces élections législatives. Qu'en pensent les acteurs politiques, les personnes ressources? En tout cas, dans certains milieux, il y a débat. C'est ce que nous allons voir autour de ce plateau cette semaine avec deux invités. D'abord, Salif Tourabi Kamalo. Monsieur Kamalo, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. C'est un honneur de vous avoir. Vous êtes consultant en gestion de conflits et en politique électorale. Vous êtes le président du conseil d'administration de l'Institut panafricain d'assistance électorale, IPAE, basé au Burkina Faso. Tout à fait. Et vous avez eu à observer le scrutin législatif du 20 décembre dernier ici à Lomé. Absolument. Merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Et nous sommes au rendez-vous des grandes questions politiques qui minent le développement de nos États africains, non seulement le Togo. C'est un processus de changement qui est annoncé et de renforcement des capacités, non seulement en domaine de la stabilité et de la démocratie, mais également pour le développement de tous les États d'Afrique. Et aujourd'hui, au Togo, l'Institut panafricain d'assistance électorale, qui avait à sa tête chef de mission comme l'ex-premier ministre du Tchad, Emmanuel Nadinga, qui devait conduire cette mission, n'eût été en dernière minute certains empêchements, c'est lui qui devait le faire. Mais en principe, comme il a été empêché également, la mission a pris sur elle pour remplacer l'absence du Premier ministre du Tchad, pour mettre un ancien juge de l'UMOA en la personne de M. Youssouf Ani Maman, qui est de la République du Niger. Donc la mission de l'Institut panafricain d'assistance électorale a déployé également 25 observateurs pour venir faire l'évaluation de la régularité de ces législatives. En ce temps, nous avons déployé nos observateurs dans certaines localités dont hier nous avons pu donner notre déclaration préliminaire qui sanctionne également la tenue de ce scrutin. On verra tout à l'heure ce que vos observateurs ont vu sur le terrain. Avec vous, Maître Célestin Agbouga. Bonjour, Maître. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH. Vous avez suivi, malgré tout de près, ce scrutin législatif. Oui, nous l'avons suivi de près. Et ce fameux scrutin, qui est unique en son genre, et pour nous, c'était une déception, une honte pour notre pays. Et c'était une frustration. Ça a fait l'objet d'une frustration. Et nous regrettons que ce scrutin ait lieu finalement dans ces conditions. Et nous regrettons également que la CEDEAO s'en félicite. Nous viendrons et nous démontrerons à la CEDEAO qu'il s'est trompé. Et je ne sais pas si c'est sciemment, si c'est fait sciemment, ou c'est sciemment dans le but de saboter la démocratie dans notre pays, de contribuer à saboter la démocratie dans notre pays, ou bien c'est par ignorance de certaines réalités. Et ça, là, ça m'étonnerait. Vous aurez le temps de nous démontrer vos affirmations. Alors, je commence avec vous, Salif Tourabi Kamalo. Oui. Pourquoi vous avez choisi d'observer ces législatives au Togo? Parce que ce choix, dans le contexte togolais, est connoté. Tout à fait. Nous l'avons choisi comme nous l'avons choisi à appuyer le Cameroun le 7 octobre passé pour l'élection présidentielle en République du Cameroun, comme nous le faisons dans les autres pays du monde, du continent africain. Le cas du Togo n'est pas un cas exceptionnel pour l'Institut panafricain d'assistance électorale. C'est de vous dire que quand nos pays s'engagent dans la consolidation de la démocratie et également dans la dévolution des pouvoirs, l'Institut vient au chevet de ces pays pour apporter son expertise dans le monitoring électoral. Ceci étant, c'est ce qui nous a amenés au Togo pour que nous puissions également regarder également ce que nous appelons la régularité du scrutin en vue de donner nos appréciations. Et ce que nous avons pu voir sur le terrain,
nous nous sommes rendus à l'évidence qu'il y a un certain nombre de mois ou un certain nombre de temps, le Togo était engagé dans une crise politique qui avait une nécessité de faire des réformes constitutionnelles et électorales. Les engagements ont été pris de part d'autre avec l'opposition togolaise, comme le pouvoir en place. Et les facilitateurs se sont interférés dans le processus de cette crise et nous saluons toutes les bonnes volontés qui se sont engagées au chevet du Togo, notamment la CEDEAO. Et lorsque nous sommes arrivés, c'est parce que la CEDEAO, dans sa démarche, dans sa méthodologie de trouver les solutions idoines à la résolution de cette crise, a opté à élaborer une feuille de route à laquelle, je pense, les deux parties prenantes étaient d'accord. Et maintenant, si aujourd'hui les dates ont été quand même fixées en date de 20 décembre, les législatives pourront avoir lieu, je crois savoir que toutes les parties prenantes devaient s'engager parce que la déterminabilité des réformes engagées serait déterminée à la nouvelle chambre parlementaire. Sur ce, nous avons le devoir absolu sur nous de venir voir la fiabilité, la régularité du scrutin, de constater si le 20 décembre, les Togolais ont pu quand même sortir, aller accomplir leurs devoirs civiques ou ils ne l'ont pas pu le faire. Donc ces appréciations, je pense que nous avons mis les gens à partir de Lomé, la capitale du Togo. Nous avons mis les gens au niveau de Tchévier, Noké, Aguelové, jusqu'au niveau de Sotouboua et Atapamé. Donc, dans l'ensemble de ce que nous avons pu récupérer sur le terrain, sur la collecte, sur la base de nos fiches d'observateurs, nous avons relevé un certain nombre de points, lesquels nous ont amenés à sanctionner un communiqué préliminaire qui a été diffusé d'ailleurs hier à l'hôtel Le Bénin. Donc, je pense que pour nous, en tant qu'Institut panafricain d'assistance électorale, dans notre domaine d'accompagner nos États, nous sommes effectivement interpellés pour la cause du Togo. Mais à la lumière de votre exposé des motifs, si on peut l'appeler ainsi, est-ce qu'il n'était pas nécessaire d'opérer les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales avant la tenue de ce scrutin? Parce que c'est le grand reproche que les autres font à ce scrutin du 20 décembre. Je pense que qu'il y ait des réformes avant d'aller aux élections ou pas des réformes avant d'aller aux élections, le principe fondamental pour une solution des crises, c'est d'aller tous ensemble siéger dans la nouvelle chambre parlementaire en vue de mener des discussions claires au niveau de cette nouvelle chambre parlementaire. Lorsque la C14, les partis de l'opposition, refusent aujourd'hui d'aller à ces élections, c'est là que nous marquons vraiment une forte indignation de notre point de vue parce que s'ils ne sont plus représentés à l'Assemblée nationale, quelle serait l'issue de la crise togolaise? Alors, de mon point de vue, il était tout simplement très clair que l'opposition puisse se désarmer, aller parce que ce n'était pas la volonté directe du gouvernement du Togo, mais c'est la CEDEAO qui a établi une feuille de route. Mais lorsque le facilitateur a présenté la feuille de route, les deux parties étaient d'accord au départ. Mais s'il y a eu des difficultés, les points de désaccord aujourd'hui, c'est certainement peut-être repousser l'élection, refaire les réformes, refaire tout ce que l'opposition demandait. Mais s'il n'y a pas eu le temps de le faire, il faut qu'ils aillent tous au niveau des élections. C'est ça qui déterminera également la sortie des crises. Maître Célestin Mbouga, vous, est-ce que vous avez observé le scrutin du 20 décembre? Nous avons observé de près et de loin. Nous n'avons pas observé le scrutin proprement parlé. Et comme d'habitude, nous ne sommes pas des observateurs électoraux, mais nous sommes des observateurs du droit de l'homme. Nous observons, nous faisons le monitoring des droits de l'homme toutes les fois, chaque fois qu'il y a les élections. Mais nous notons tout ce que nous observons, et nous l'avons fait toujours depuis 90 avec l'avènement du processus démocratique dans notre pays. Et ce que vous savez, la Ligue togolaise des droits de l'homme est l'une des rares associations à avoir ses représentants dans toutes les préfectures du Togo. Et nos membres ont observé, nous avons eu des comptes rendus, nous savons ce qui s'est passé. C'est vrai que, à voir les choses, c'est des élections qui sont déroulées, disons pas, c'est vrai qu'il y a
le pouvoir qui était représenté ou le parti au pouvoir qui était représenté. Il y avait d'autres partis, mais pour nous, on a l'impression que c'est une seule partie qui est allée aux élections. Oui. Parce que... On va parler même des élections, mais pour vous, les élections même n'auraient pas dû avoir lieu. Non? Absolument. Parce que là... Pourquoi? Parce que là, vous savez, on ne peut pas faire une élection et encore une bonne élection en pleine crise. Lorsqu'il y a une crise, c'est vrai que ce n'est pas un conflit armé, mais c'est une crise. Ça, je n'apprends rien à la CEDEAO. La CEDEAO est intervenue dans ce pays-là pour régler une crise. Mais la CEDEAO, jusqu'à la veille, jusqu'au jour de l'élection, à partir du moment où il y a une crise, la CEDEAO doit comprendre que elle ne peut pas contribuer à régler le problème de la crise. Laissez-moi terminer, vous aurez la parole pour réagir. Parce que là, le problème, l'expérience a montré que c'est les élections qui sont à l'origine de la crise au Togo. Pour tout bon observateur du processus, en fait, de la politique au Togo, comprenez que c'est les élections qui sont nos problèmes. Et des gens ont posé le problème. C'est parce que les élections étaient toujours frauduleuses par faute des réformes. Depuis 2005, où au lendemain de cette élection-là, où des gens sont venus au pouvoir dans le sang. C'est pour ça que je suis en rouge aujourd'hui, parce que je suis en colère contre la CEDEAO et contre nos gouvernements. Non, soyez sérieux. Je ne badine pas. Et les gens sont venus en 2006, on a eu un accord. Un dialogue. Oui, un dialogue qui a abouti à un accord politique global, où on a parlé de ces réformes-là. Ces réformes ne sont pas lieu. 13 ans après, le problème s'est posé. Mais des gens se sont déversés dans les rues. On a fait appel à la CEDEAO. Celui qui a senti son pouvoir menacé est allé chercher la CEDEAO. La CEDEAO est arrivée. Elle a sorti une feuille de route. Nous l'avons lu, la feuille de route était claire. Il faut faire les réformes. Il faut faire une élection inclusive. Alors, les élections là ont été inclusives. Est-ce que les deux partis ont contribué ensemble à organiser? C'est clair que nous sommes en crise. La CEDEAO, les observateurs ont dit par exemple, ils ont regretté la non-participation de la coalition de l'opposition au processus électoral, malgré les efforts de la CEDEAO pour des élections. Ils n'ont qu'à nous dire les efforts qu'ils ont fait. Mais ces messieurs-là, ils me révoltent. Ils n'ont qu'à dire les efforts qu'ils ont fait. Quels efforts ils ont fait? Qu'est-ce qui s'était passé? Soyez clairs. Au moment où la feuille de route était sortie, on a parlé d'élections et organisation inclusive des élections. En ce moment-là, il n'y avait pas les représentants de l'autre parti à la CENI. Et la CEDEAO est revenue pour dire qu'il faut une organisation, enfin une composition paritaire. Oui, voilà un effort. Ça fait l'objet d'un débat. Et les deux partis s'étaient entendus. Il y a eu un mois qui était perdu avec cette affaire de représentants de l'UFC. Finalement, mais les deux partis s'étaient entendus et on a désigné les 8 qui devaient représenter l'opposition. Le jour où on désignait, c'est le lendemain qu'on organisait la prolongation des élections. Mais ceux qui devraient faire partie de c'est-à-dire les représentants de l'opposition à la CENI, mais c'est à la maison qu'ils doivent participer entre-temps, ils ont refusé de prêter serment. Non, puisque la date qui était au moment où ils n'ont pas, puisque ils ont été désignés. Et c'est le lendemain, on a dit qu'on devait faire proroger les recensements. Mais ils doivent prêter serment d'abord. Ils doivent prêter serment. Ils n'ont pas prêté serment au moment où on organisait déjà, on prorogeait le recensement. Et leur nom devait être publié au journal officiel. C'est ce que la loi dit. Ça n'a pas été fait. Donc, comment se fait-il que ces gens-là... Pour vous, dans ces conditions, on ne devait pas organiser les élections? On devait permettre à ces gens-là de siéger à la CENI. Bon. Et ensemble de discuter du jour où on doit faire... Parce que à quoi vaut leur présence si on organise tout et on leur dit venez, on va aller? D'accord. C'est de ça il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Il y a cette défaillance-là, la colère de la CEDEAO de mettre qui a gardé le silence tout ce temps. Celle de la coalition de l'opposition. Écoutez, nous sommes des gens qui sont animés des vertus de la paix et de la stabilité. Oui. Nous ne sommes pas des faiseurs de la violence dans nos États africains. Nous travaillons pour la stabilité de nos États. Lorsqu'un pays est en crise, il doit y avoir un facilitateur.
Et là, si le président de la RTDH ne reconnaît pas les efforts de la CEDEAO, moi, à mon point de vue, je salue les initiatives de la CEDEAO. C'est les efforts de la CEDEAO qui a ramené les deux parties ensemble pour discuter et parvenir à une feuille de route. Et la feuille de route de la CEDEAO était claire, comme il venait de le dire. Mais en principe, aujourd'hui, ce que vous devez prendre en considération, les représentants les représentants de la C14 qui devaient s'intégrer à la CENI avaient refusé de se présenter à la CENI parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et les gens, par lecture politique, nous avons pris conscience de la chose que certainement les gens ne voulaient pas aller aux élections. Il y avait un poste qui se basculait entre un parti de l'opposition dite modérée et de l'opposition radicale. Au vu des discussions qui ont été quand même engagées, et je pense que le président Nana Akufo au Ghana a appelé l'intéressé de laisser lâcher ce poste en faveur de l'opposition togolaise de la C14. Ça a été fait automatiquement. Mais pendant ce temps-là, le processus était fort entamé parce que le recensement électoral avait été déjà fait. Le processus a été déjà engagé. Ils doivent s'intégrer et prendre le train en marche. Lorsque vous décidez dans une volonté délibérément donnée en démocratie, on n'oblige personne. On n'oblige personne en démocratie. Vous avez le libre choix de décider d'aller à un processus électoral ou de vous retirer. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant d'attendre que tout le monde vienne à la CENI, que tous les problèmes autour de la CENI soient résolus avant? Mais il n'y en avait plus de problème au niveau de la CENI. Le problème qui se posait, c'est le problème de quota de représentation au sein de la CENI. Exactement. Est-ce qu'il ne fallait pas que tout le monde soit là avant le début du recensement électoral? Moi, de mes lectures, de mes informations recueillies sur le terrain, lorsque nous avons déposé nos valises, nous avons voulu comprendre pourquoi les représentants de la C14 n'ont pas pu s'intégrer à la CENI. Et quelle est la réponse? La réponse qu'on nous a donnée, c'est effectivement le siège qui causait le problème avait trouvé des solutions. On a remis ça à la C14. Oui, après le recensement électoral. Bien avant le recensement. Non, c'est après le recensement électoral. Après le recensement électoral. Ouais. Maintenant, lorsque la C14 a eu l'opportunité de prendre son siège, ce qui devait se faire, c'est de faire présenter le serment à ses 8 membres. Après le recensement électoral, est-ce que, parce que c'est ce que les autres critiquent aussi, parce qu'ils estiment que c'est une phase importante en tant que électoral, vous le reconnaîtrez, parce que le recensement électoral, c'est une phase cruciale du processus. Vous savez, dans tous ces problèmes qui se posent aujourd'hui sur l'organisation de ces élections, les gens avaient la volonté d'aller aux élections et d'autres n'avaient pas la volonté d'aller aux élections. Dans toutes les 1000 manières, avant d'aller à une élection, on met une institution qui est chargée d'organiser les élections, c'est la CENI. Et à partir du moment où la CENI a été mise sur pied, il doit y avoir également les représentants de toutes les parties attendues au sein de la CENI. Pourquoi aujourd'hui, je me pose la question, les réformes qui sollicitent également l'opposition, on est en train de faire des discussions, on organise les élections. Pourquoi la C14 avait refusé de siéger au sein de la CENI pour parvenir au recensement électoral? De toutes les manières, le recensement électoral a été fait. Le recensement électoral, le Togo dispose déjà d'un fichier électoral depuis un certain nombre d'années. Mais il est question qu'à la veille des élections, on doit mettre le fichier électoral à jour. Non, c'est pas ça. Non, en tout cas... Je vous arrête ici, c'est pas ça. On doit mettre en place un nouveau fichier électoral. C'est moi qui arrête les... Non, c'est pas ça. C'est moi qui fais la police de la parole. Écoutez. Non, en fait c'est le monde entier qui nous suit. Hein. Oui. Il faut écoutez. Le Togo ne fait pas l'exception des autres pays. En termes électoraux, nous mettons un fichier électoral. Pourquoi nous sommes allés sur le système biométrique? C'est parce que nous sommes rendus à l'évidence que nos États africains ne disposent pas d'un État civil fiable. Il faut mettre la biométrie pour pouvoir assainir le fichier électoral. Le Togo a organisé les élections en 2010. Le Togo a encore organisé les élections en 2013, en 2015. Sur quel fichier vous avez organisé les élections si vous ne disposez pas d'un fichier électoral? Donc c'est de vous dire
dire que au fur et à mesure que vous allez dans un processus électoral, les citoyens qui ont l'âge d'aller voter, qui n'ont pas été inscrits sur la liste électorale, automatiquement on fait la révision du fichier électoral pour voir ceux qui peuvent être retenus. Ceux qui peuvent être retenus, c'est ceux qui sont vivants, qui peuvent aller aux élections. Les décédés et les cas de doublons seront rayés. Et les nouveaux électeurs qui n'ont jamais été enregistrés doivent être inscrits sur le fichier électoral. Donc, dans ce processus électoral, le Togo disposait un fichier électoral, mais il fallait quand même également le réactualiser également. Et au même moment, on réactualise le fichier électoral, on fait le recensement de ceux qui n'ont pas eu la chance d'être inscrits sur le fichier électoral. Donc, dans cette mesure, si ce n'est pas que chez nous, en Afrique, ici, qu'on a toutes ces difficultés, parce que nous avons des CENI formats. Et ça, c'est la lutte de notre institut. Nous voudrons que, dorénavant, toutes les institutions qui organisent les élections en Afrique, qu'il y ait des personnalités qui ont un métier à la matière. On ne va pas aller au marché à Daulato pour ramasser des gens pour faire venir former la CENI. Il faut qu'on mette des gens qui connaissent le métier électoral. La formation hier, ceux qui sont sortis des universités, qui ont le métier en main, on les met dans ces CENI. Oui. Parce que le fait de composer la CENI entre l'opposition, le pouvoir en place, la société civile, cause toujours des problèmes parce que la plupart des élections en Afrique, c'est ce que nous rencontrons. Donc vous auriez souhaité une CENI technique, hein? Une CENI technique, pérenne, institutionnalisée comme les institutions de l'État, qui travaillent comme au Ghana, par exemple. Comme la CENI au Ghana. Ouais. Maître Célestin Agbouga, finalement, pourquoi l'opposition et certains membres de la société civile semblent ne pas être compris par la CEDEAO, en tout cas ceux qui font la facilitation, parce que quand j'écoute les points de vue, ils sont très divergents. La CEDEAO qui vient de valider le processus et estime que sa feuille de route a été respectée, alors que vous pensez que rien n'a été fait. Oui, je voudrais d'abord faire observer qu'à la différence des habitudes qui se faisaient dans notre pays, c'est vrai que M. Salif, il est évident, oui, M. Kamalou, qui n'est pas au Togo, et donc on peut lui rafraîchir la mémoire, ou on peut lui expliquer certaines choses. Dans le temps, on faisait une révision du fichier. Mais cette fois-ci, les anciens fichiers sont balayés. On a fait un nouveau recensement pour ces élections-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est un nouveau fichier qu'on a instauré. Ce qui fait dire que moi, je ne vais pas participer au recensement, donc vous ne verrez plus mon nom sur aucun fichier. Les anciens fichiers, j'avais mon nom, mais vous ne verrez plus mon nom. Il ne s'agit pas d'enlever les doublons ou de faire rayer les personnes décédées, de faire inscrire de nouveau. Ce n'est pas de ça. Ce n'est pas de ça il s'agit. Il s'agit d'un nouveau recensement. Donc il y a eu une refonte du fichier. Absolument. C'est de ça il s'agit cette fois-ci. Okay. Donc il va falloir qu'on éclaircisse ce point-là. Bon, maintenant, je crois que ce n'est pas normal qu'au moment où on fait un dialogue, une seule partie va organiser, va préparer des élections. C'est ce qui s'est passé dans notre pays. Nous faisons un dialogue par rapport à ces élections, à toute cette crise-là. Vous seuls, vous allez organiser. Vous continuez pas à organiser. Et au moment où on s'est entendu, on a vu que vous avez évolué. Vous avez fait même le recensement, tout, le premier tour. Au moment où on s'est entendu au moins, pour que nous soyons là, pour faire un nouveau, en fait, pour faire proroger le recensement, pour qu'il y ait un nouveau recensement, une prorogation du recensement. Au moment où nous sommes entendus, vous avez déjà fixé une date pour la suite. Non, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Est-ce que ce que vous dites là, non? Moi, je ne suis pas d'accord. Écoutez, c'est ce qui s'est passé au Togo. Non, puisque le problème, non, écoutez, il faut la CENI là. Non, il faut qu'on se. Non, il faut que je vous explique. Non, vous n'êtes pas au Togo. Non, nous on observe. Non, vous êtes venu observer les élections quelques jours. Je ne suis pas au Togo. C'est moi qui ai la parole. Non, je suis à la lettre de ce qui se passe au Togo. Pour qu'ils comprennent et qu'ils disent le contraire, on avisera. Les auditeurs sont là, les téléspectateurs sont là, ils vont observer. Bon, allez-y. Allez-y. C'est de ça, c'est ce qui s'est passé dans notre pays. Au moment où ils étaient allés en Guinée, où ils se sont entendus, où tout était clair que le représentant de l'UFC devait quitter. Ils sont venus, le lendemain, on a désigné le dernier représentant de la CENI, de l'opposition à la CENI, mais c'était le seul lundi, c'était le lendemain qu'on appelait les gens à vouloir se faire recenser, au moment où les autres
les nouveaux représentants de la CENI n'ont pas prêté serment. Donc, ce qui veut dire que les personnes concernées par la prorogation du recensement ne sont pas là au moment où déjà on faisait le recensement. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais ils ont dit, mais quand même, ça ne doit pas se faire comme ça. Est-ce que vous êtes... Et maintenant, moi, aujourd'hui, ce que je dis, il n'y a eu jamais une CENI légale dans ce pays. Est-ce que vous appelez une CENI légale? Voilà. La loi dit, l'article 12 du Code électoral dit, une CENI doit être composée de 17 membres. Cette CENI, cette institution qu'on appelle aujourd'hui CENI, n'a jamais été constituée de 17 membres. Parce que... Mais la même loi dit que dès que le quorum est atteint, la CENI peut fonctionner. Oui, il faut que la CENI soit d'abord constituée. Pour qu'une institution soit constituée, il faut que tous les membres y soient pour qu'on parle de l'institution. C'est-à-dire que pour qu'il y ait CENI, il faut d'abord 17 membres. Et si d'autres se retirent après, on parle du quorum. Est-ce que le même texte juridiquement c'est comme ça que vous évoquez aujourd'hui vous dit... C'est lui le journaliste qui me pose la question. Non, je ne sais pas. Oui, moi je discute avec vous. Je vais mieux avoir des éclaircissements avec vous. Oui. L'article dont vous venez d'évoquer, qui est 17 membres de la CENI, aujourd'hui le même texte juridique énonce qu'il y a un quorum qui est atteint. Les 3 tiers, si on a les 3 tiers des membres, la CENI peut fonctionner. Les 3 tiers des membres réunis. Les 3 tiers des membres, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les 17 membres. Je pense que... Non, lorsque vous faites, c'est un débat juridique. Juridiquement, lorsqu'on parle d'une institution, pour que l'institution soit formée, il faut que tous les membres soient d'abord, qu'on connaisse au moins les 17 membres. Aujourd'hui, on n'a jamais connu 17 membres. Moi, je suis désolé de l'opposition. Si depuis tout ce temps, vous êtes engagé... Je ne suis pas de l'opposition. Moi, je suis de la société civile et je suis juriste et je fais des observations juridiques. Ce que je vous dis aujourd'hui, ça ne doit pas s'enflammer dans le débat politique. Nous sommes en négociation. Justement, lorsqu'on est en négociation, en négociation. Le bon sens voudrait que lorsqu'on est en négociation, tout le monde puisse comprendre tout le monde mette la balle à terre. Écoutez, maître, au moins on a une issue du dialogue avant d'entamer tout le processus. Écoutez-moi aussi un peu. En fait, c'est moi qui avais la parole, c'est vous qui me l'arrachez. Oui, mais écoutez, dans une discussion telle que c'est parti aujourd'hui, et elle est aussi de les autres sujets également, que lorsque vous avez une crise, vous engagez les pourparlers. Dans les pourparlers, nous préparons des conceptions de chaque équipe, de part d'autre. Dans les conceptions qui ont été présentées aujourd'hui, je suis prêt à lâcher certaines de mes préoccupations pour faire face à la réalité également. Comme vous aussi, vous avez la chance de lâcher certaines préoccupations. Absolument. Pour prendre le juste milieu pour faire avancer la chose. Absolument. Moi, je crois savoir que dans cette démarche, dans cette méthodologie, c'est ce qui a amené la CEDEAO à établir une feuille de route aujourd'hui. Si nous revenons sur la composition de la CENI, ce n'est pas ça qui causait le problème en tant que tel. L'opposition, la C14, savait que à la fin de l'année 2013, conformément au texte de la République du Togo, la chambre parlementaire devait être renouvelée parce que c'est un mandat de 5 ans. On nous a remis les tests. Je l'ai parcouru également. Non. La loi permet qu'on peut aller au-delà. Le test dont vous parlez là, le test là dit qu'on peut aller jusqu'au-delà. Alors, et il n'y a pas de limite. Alors, même c'est sur certaines situations qu'on peut donner cet alinéa. Alors, quelle situation? S'il y a une situation, mais maintenant, laquelle par exemple? Pourquoi vous pouvez prolonger? Non, quelle situation par exemple? Non, s'il y a une situation, on voit s'il n'y a pas cette situation-là. S'il y a une situation qu'aujourd'hui, la Constitution regarde, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle regarde dans sa forme, d'ailleurs c'est une institution qui est chargée de la régularité du fonctionnement de l'État. On vérifie également s'il y a lieu de prolonger l'élection. Là, la linéa qui fait jonction à la date indiquée dans les textes juridiques, dans la loi fondamentale du pays, peut être revue. Aujourd'hui, l'opposition savait qu'en 2018, nous allons aux élections. Avant qu'on aille aux élections, il faut qu'il y ait une structure qui est censée organiser les élections. C'est la CENI. La première des choses, moi je suis togolais, 100%. Je suis de Tchaoudjo. Je suis de Tchaoudjo, mais depuis que nous avons commencé le vent du changement aujourd'hui, je me suis rendu à l'évidence. Moi, je ne parle pas parce que je parle pour prendre parti. Je parle rapprocher les choses au juste milieu. Au juste milieu, ça veut dire quoi?
il faut faire le parallélisme des faits politiques qui se posent dans ce pays. En réalité, lorsqu'on annonce les élections, la première des choses, c'est que la Ligue des droits de l'homme l'IPAE envoie, avant toute discussion, vous envoyez vos éléments. Qui a annoncé les élections? C'est comme ça. Mais maintenant, l'objectif primordial de l'opposition, quand elle était dans la rue et quand la CEDEAO est intervenue, ce n'est pas les élections, c'est les réformes. Et aujourd'hui, on est allé aux élections. La CEDEAO a dit qu'il faut faire les réformes. Écoutez-moi. La CEDEAO a dit qu'il faut faire les réformes. Les deux parties ne se sont pas entendus sur le canton, du moins. L'essentiel. Mais je pense que vous et moi, on est en train d'oublier également les paramètres des médiateurs. Hein. Je pense que le problème ne se posait pas juste. Pourquoi ils sont repartis? Mais qu'est-ce que la feuille de route a dit? Pourquoi ils sont repartis à Accra faire aujourd'hui? Ils sont allés. Écoutez, je crois que nous parlons autour de la feuille de route. La feuille de route a dit qu'il faut faire les réformes constitutionnelles en limitant les mandats à 2 tours, et les élections à 2 tours, la limitation du mandat présidentiel, une fois renouvelable 2 fois. Et c'est dans cette perspective-là que la CEDEAO a envoyé un expert. L'expert a produit le rapport. Le pouvoir a écarté le rapport. La CEDEAO n'a rien dit par rapport à ça. Je pense que le débat ne se situe pas là. Non, c'est quel débat? C'est quel débat? De quel débat on parle? C'est la volonté d'aller aux élections qui manque. Mon ami, je vous dis que la crise au Togo, ce que les gens sont allés réclamer dans les rues et qui a donné lieu à l'intervention de la médiation de la CEDEAO. Ce n'est pas les élections, c'est les réformes avant les élections. Les réformes, Aujourd'hui, la CEDEAO dit... Oui, c'est moi qui avais la parole et il est intervenu. Donc laissez-moi terminer mon développement. Il intervient, c'est simple. La CEDEAO dit, mais il faut faire les réformes. Aujourd'hui, aucune de ces réformes n'est faite. La CEDEAO a parlé de la reconstitution de la Cour constitutionnelle. C'est fait. La CEDEAO a dit qu'il faut faire les réformes, c'est-à-dire que limiter les mandats, tout ça. Ce qui concerne le rapport de l'expert sénégalais qui est venu. Est-ce que c'est fait? Il a dit quand même qu'il faut le faire prioritairement à l'Assemblée. Ça n'a pas été fait à l'Assemblée. Aujourd'hui, on nous fait croire que c'est l'Assemblée qui viendra, qui devrait faire ça. Écoutez, soyez sérieux. Nous lisons le français là. Nous avons vu ce qui est dedans, dans la feuille de route. Est-ce que c'est dit que c'est après les élections qu'il faut faire les réformes? Où est-ce que c'est dit? Aujourd'hui, il y a un ministre qui nous a dit même que lui fera les réformes avec les élections. Oui, après, à la veille des élections, quand ils n'ont pas pu faire les réformes, il dit non, rien ne l'y obligeait. Oui, M. Kamalou, expliquez-nous, parce que à la naissance de la dernière édition de la crise politique, en août 2017, les principales revendications de l'opposition, c'était les réformes. Oui, tout à fait. Réformes institutionnelles et constitutionnelles. Mais à la fin, tout se passe comme si la priorité était les élections législatives. Finalement, où sont passées les réformes? Puisque moi, de ma lecture d'un observateur politique africain, je pense que cette crise de réforme constitutionnelle et électorale arrivait à un moment où l'Assemblée actuelle arrivait à terme de son mandat. Ouais. Alors, s'il faut ramener les réformes, s'il faut faire les réformes avant d'aller aux élections, c'est l'Assemblée nationale qui est censée faire les réformes constitutionnelles et électorales. Donc, en ce stade-là, il va falloir renouveler le mandat des députés ou faire une élection législative pouvant permettre d'envoyer ces réformes au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, de mon point de vue, si je suis de l'opposition, j'essaierai d'emménager mes armes, foutre mes armes électorales, mobiliser, comme j'ai su le faire le 19 août, pour mobiliser, galvaniser mes troupes pour aller à ces élections, parce que je sais que les résolutions finales se joueront à l'Assemblée nationale. Il n'y avait même pas de problème à expliquer sur ce chemin. C'est vrai, c'est la crise, c'est les réformes. Pourquoi l'opposition ne doit pas faire comme ça? Est-ce que cette démonstration-là, si l'opposition avait participé aux élections, qu'est-ce que ça aurait résolu comme problème? Il y aurait eu les mêmes blocages, parce qu'aucun parti n'aurait eu la majorité absolue à l'Assemblée. Non, on se retrouverait dans la même configuration. Non, monsieur le journaliste, vous n'êtes pas censé dire que... Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui l'UNE peut avoir la majorité? Ce n'est pas évident. Je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Parce que l'opposition critique la manière dont les élections sont organisées. Oui, vous aimez... Et l'opposition a critiqué la manière dont les élections sont organisées en fraude. Vous aimez ne pas être arrêté quand vous avez la parole, donc il faut que ça soit réciproque. Bon, je pense que ce que moi je suis en train de vous expliquer, oui. Le terrain électoral, c'est un jeu de football.
Si moi, de ma lecture politique, même si je suis à l'étranger de mon pays, je vois ce qui se joue dans mon pays, les mobilisations par-ci, par-là et tout, je pense que l'unicité de l'opposition allait jusqu'à son terme pour organiser cette élection dans l'unicité de l'opposition, pour faire en sorte que l'opposition puisse siéger au niveau de l'Assemblée nationale. De toute manière, ces réformes vont se jouer au niveau de l'Assemblée nationale. Et en même temps, à côté de ces réformes, à côté de ces assises de l'Assemblée nationale, il y a la CEDEAO qui est chargée de gérer cette situation. Donc, je pense que les points pertinents ont été déjà indiqués. C'est là, moi, je salue l'effort du gouvernement. Et sans vous parler du centre de revers, il faut le reconnaître qu'au Conseil des ministres du 9 novembre, il a été présenté au Conseil des ministres au Togo, ici, sur une chaîne internationale. J'ai vu l'émission, j'ai vu le Conseil. Le projet de loi a été quand même présenté sur l'article 56, 60 et 100, touchant également 59 et 60 et 100, touchant également le mode du scrutin au Togo à 2 tours et la limitation des mandats du chef de l'État et la réforme de la Cour constitutionnelle. C'est les questions phares qui ont amené l'opposition dans la route pour revendiquer ces réformes. C'est pas ça. Écoute, si aujourd'hui l'opposition savait que déjà il y a un projet de loi qui a été déjà indexé au niveau du Conseil des ministres, il y a déjà une volonté politique qui s'engage. Ce projet de loi est mauvais. Même s'il est mauvais, c'est parce qu'on voulait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc l'opposition peut refuser. Le problème aujourd'hui, vous voyez la face. Non, le problème c'est vous voyez l'aspect apparent de la chose. Vous connaissez. Nous avons un problème plus profond dans ce pays. Vous êtes Togolais, mais vous n'êtes pas au Togo. Nous savons ce que nous savons dans ce pays. Ce que nous ignorons tous aujourd'hui, vous ne pouvez pas tout gagner. Aucun pouvoir dans le monde, même aux États-Unis. Nous n'avons jamais... Le Togo appartient à qui? Même quand vous parlez de gagner. Non, écoutez, il n'y a jamais eu une élection 100% sans faute. En 2002, on était aux États-Unis. Lorsque Al Gore et George Bush se discutaient des élections présidentielles, il a fallu 2 mois pour départager ces 2 candidats. Et vous allez me dire que si c'est le Togo qui aurait organisé ces élections, c'est des élections claires, on aurait dû taxer de tout. Mais c'est de vous dire qu'en termes électoraux, nous avons des manquements dans les processus électoraux. Quand vous prenez la constitution électorale des États-Unis, on vous dit que c'est les grands électeurs qui élisent le président des États-Unis. Et la classe moyenne n'a pas cette compétence de lire. Est-ce que là, la démocratie dont on nous prône aujourd'hui n'a pas pris de plomb dans l'aile? Il faut le reconnaître. Maintenant, aujourd'hui, ce qui dérange la mentalité ou dans l'environnement politique de l'opposition togolaise, c'est de comprendre que lorsque vous cherchez quelque chose auprès du régime, du pouvoir, vous allez tout conquérir. Ce n'est pas possible. Le pouvoir aussi cherche également à conserver aussi son acquis. Si vous êtes en dialogue, vous êtes pour parler aujourd'hui, est-ce qu'au départ, après l'accord politique de Ouagadougou en 2006, où moi-même j'ai participé au Burkina Faso, les réformes devaient être mises en place. Pourquoi depuis longtemps l'opposition ne s'est pas relevée pour demander la mise en place de ces réformes? L'opposition a toujours réclamé. Mais quand vous réclamez... Et c'est comme ça la CEDEAO et ses représentants sont venus lui dire allez aux élections et après on verra. Toutes les fois, c'est ce qui s'est fait. Aujourd'hui, on dit encore aller aux élections. On n'est pas contre. Il y a une manière de réclamer quelque chose lorsque vous avez besoin de la chose. Oui, justement. Est-ce que c'est alors apprenez-nous la manière, dans la forme, dans la communication, la façon de la posture dans laquelle elle devait être pour réclamer, c'est là qu'elle a péché, l'opposition togolaise? La forme, d'abord, il faut démontrer au pouvoir, aux autorités, le mécontentement. Les gens sont sortis dans la rue. Les gens ont exprimé leur désir d'un changement ou des réformes. Vous avez compris. Au moment où également l'opposition était dans ces rues pour demander ces réformes, vraiment le gouvernement n'est pas resté sous oreille. Tout le monde voyait tout ce qui venait. Il fallait faire quoi alors? Il fallait engager un dialogue. Il fallait engager des pourparlers. Et la crise venait lorsque le président du Togo, son Excellence Fazina Gnassingbé, est le président en exercice de la CEDEAO. Lorsqu'il est chef de cette institution sous-régionale, il est de son devoir de saisir. Ce n'est pas parce que c'est le pouvoir qui est allé, c'est la casquette qu'il porte au sein de la CEDEAO qui l'a amené à solliciter l'appui de la CEDEAO. Je ne peux pas être président en exercice d'une institution et dans mon pays il y a un problème.
je peux demander l'institution de venir. Parce que si ça se passait au Bénin, au Burkina ou ailleurs en Côte d'Ivoire dans l'espace sous-régional, c'est le Togo, le président togolais qui est habilité d'écrire et solliciter que la CEDEAO puisse aller s'en enquérir de la situation du pays qui est en train de tomber dans une crise. Mais comme c'est dans son pays, c'est lui qui prendra l'initiative de toucher la CEDEAO. Il ne l'a pas fait pour dire que la CEDEAO n'a qu'à venir lui donner une couverture si épais que vous le pensez aujourd'hui. Personne n'a dit ça. Oui. Alors, je voulais chuter par là, monsieur Gilles. Tout ce qu'il faut reconnaître,